Votre magazine Planète Locale qui prend soin de l'environnement comme chaque lundi sur BFM Grand Lille et Grand Littoral. Bonsoir si vous nous rejoignez. La saison des champignons bat son plein en ce moment. La cueillette dans les bois, quelles sont les règles à respecter? Est-ce que le réchauffement climatique a un impact justement sur nos champignons? On en parle avec notre invité Jean-Baptiste Coquelard, pharmacien mycologue dans le Cateau Cambrésis. Bonsoir. Bonsoir. Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et notre partenaire Terre et Territoire, c'est Hélène Graffeuil qui nous accompagne ce soir. Bonsoir Hélène. On viendra sur l'un des articles justement de Terre et Territoire cette semaine. Alors on dit que la saison de la cueillette du coup des champignons bat son plein en ce moment, c'est jusque quand environ? Bon, on va dire jusqu'aux premières gelées. On a déjà des gelées, mais on va dire jusqu'au mi-novembre. Mi-novembre, on peut encore aller en forêt. On aura encore des espèces qui vont se perpétuer, mais c'est vrai que le gros moment de cueillette, c'est septembre, octobre et mi-novembre, jusqu'à mi-novembre. En plein donc dans l'automne. Combien on compte d'espèces justement chez nous dans le Nord-Pas-de-Calais? Est-ce qu'on se démarque un petit peu des autres régions? On a un bel échantillon global. On a, on va dire, plusieurs centaines, voire quelques milliers d'espèces dans le Nord-Pas-de-Calais recensées, des petites, des grandes, des insignifiantes. Mais on va dire 6000 espèces dans le Nord-Pas-de-Calais. Et on va globalement, si on s'intéresse à une cueillette pour consommer, on a une trentaine d'espèces comestibles potentiellement. Alors dans ce rendez-vous chaque lundi, Planète Locale, on fait toujours un lien bien sûr avec l'environnement, avec le réchauffement climatique aussi. Est-ce que pour le coup il y a un effet sur les champignons en forêt ou pas du tout? On peut repérer certaines zones impactées dans le sens par rapport à la sécheresse du sol avec des arbres qui vont souffrir. Ouais. Et donc forcément si l'arbre faiblit, si l'arbre devient plus malade, eh ben c'est vrai que le champignon qui va être lié à lui par les racines, il va également souffrir, être impacté. Donc oui, effectivement, il y a des essences d'arbres qui vont être perturbées. Et donc c'est à nous aussi, quand on va en cueillette, repérer et puis peut-être de changer de zone parce que malheureusement, il faudra évoluer aussi. Hélène? Et alors parmi, vous disiez, il y a une vingtaine de champignons comestibles? Ouais, 20-30 espèces, voilà. Bon, il y a les emblématiques, le cèpe de Bordeaux, girole, trompette, pied de mouton, les morilles au printemps évidemment. Mais bon, il y a d'autres espèces, des amanites aussi, l'amanite rougissante qui est comestible, les agarics des bois, donc tout ça avec des russules. Donc tout ça, ça fait monter un peu la liste. Mais bien évidemment, il faudra toujours avoir beaucoup de prudence et beaucoup de précautions, pas se fier à ce qui saute aux yeux, ne jamais se précipiter et prendre des spécimens en bon état, parce que bon, c'est vrai que quand je dis l'état, pas trop âgé, laisser les vieux spécimens, notamment les cèpes, les gros cèpes, les concours de cèpes, c'est pas la peine d'avoir le plus gros cèpe, c'est pas nécessaire. On laisse les vieux spécimens et prendre des petits bouchons qui seront, alors là pour le coup, pas trop véreux, parce qu'il y a aussi, ils sont habités, c'est un petit tâche. Oui, il y en a aussi des nocifs. Alors vous êtes passionné par la cueillette des champignons, mais c'est aussi votre métier finalement, pharmacien mycologue, voilà. C'est ça, de nous prévenir et de faire attention, ça c'est pas possible. Voilà, c'est ça. Moi je perpétue une tradition en fait, une tradition du pharmacien mycologue qui, on va dire, un peu expert dans ce domaine. On est bien formé, bien sûr, à l'université de Lille, la faculté de pharmacie d'où je sors. On a des excellents professeurs et c'est vrai que grâce à eux, on perpétue cette forme de transmission et de réglementation et d'information. Ça, c'est surtout l'information. Parce qu'il y a encore des cas d'intoxication, Hélène, les chiffres sont assez impressionnants quand même. Oui. Alors en France, en 2022, il y a eu 2 décès qui ont été dus à une consommation de champignons toxiques. Dans la région, on n'a pas eu de décès, mais entre septembre 2022 et septembre 2023, il y a 161 cas d'intoxication alimentaire, dont 3 personnes qui ont vu leur pronostic vital engagé. Ça peut être sérieux, il peut y avoir des conséquences graves pour notre santé? C'est létal pour certains, notamment la consommation d'amanite phalloïde qui est en recrudescence dans la région. Ça, donc il faut bien la connaître, bien la repérer, parce qu'elle peut pousser à côté de champignons comestibles. Donc l'amanite phalloïde, c'est 20 grammes. 20 grammes, c'est rien, c'est 1 ou 2 pieds. Si vous la mélangez dans votre poêle, c'est un décès programmé sous quelques jours s'il n'y a pas de greffe de foie. Donc la greffe de foie, c'est le seul traitement. Donc l'issue est fatale, l'amanite phalloïde. Et c'est souvent ça. Après, des intoxications, ça peut être aussi en quantité. Les gens sont trop gourmands. Un champignon, c'est 200-300 grammes par semaine de champignons. Mais les gens disent, ça y est, c'est l'opulence, c'est la forêt, c'est pas un self-service, c'est pas un marché, on fait pas son marché. Donc il faut respecter aussi ça. Les quantités, il y a la qualité et la quantité absorbée. Pourquoi? Parce que nous, notre corps, si on en mange trop, c'est un peu comme avec les fraises, parfois. Ouais, peut-être. Là, il y a la gourmandise, certainement, mais il y a aussi
comment on appelle ça, une prédisposition individuelle. Il y a des personnes qui ne peuvent pas digérer un champignon. Même vous lui mettez le plus beau des cèpes, il n'arrivera jamais à le digérer. Donc il y a une prédisposition individuelle et voilà, c'est la quantité aussi qui fait le poison. Et alors quelqu'un qui voudrait se lancer dans la cueillette aux champignons, c'est quoi les conseils pour débuter ? Déjà trouver une forêt de proximité, une forêt de cœur, se réapproprier son environnement, c'est déjà un bon départ. D'aller sur site, de repérer sur une carte, d'aller voir. Alors bien sûr, il y a des autorisations aussi, on ne peut pas les cueillir n'importe où, il y a des zones privées, ça c'est important. Donc il y a des bois communaux, on peut y aller facilement. Y aller avec un panier, surtout le panier, je répète, c'est mon cheval de bataille, mais le panier d'osier, donc pas de sachet plastique s'il vous plaît. Pourquoi ça ? Qu'est-ce que ça fait ? Ça accélère la putréfaction. Un champignon, c'est un organisme vivant, et puis après, il y a s'il y a un petit verre, il va continuer. S'il y a des limaces, ça va continuer, et puis ça va faire. Donc le panier, c'est vraiment à l'ancienne, j'adore. Non mais c'est le panier d'osier, on peut s'offrir ça à Noël. Qu'est-ce que tu veux ? Un panier d'osier pour démarrer pour l'année prochaine. Ça, c'est important. Le petit livre aussi, non ? Le petit livre bien documenté, il y a des bons petits guides. Bon, mon livre, il est un peu trop gros, j'avoue. Pour se balader. Pour se balader. Bon, mais sinon, il y a des petits guides très bien documentés, très bien, avec des belles photographies de terrain. Et puis un couteau pour prélever. Voilà. Et puis le panier qu'on a rempli, pas trop rempli, c'est encore une fois, c'est si on a l'intention de déguster, on prélève ce qu'on a besoin. On ne va pas faire pour jeter la moitié. On va voir son pharmacien. On se connecte aussi on va rencontrer des associations locales, notamment la SMNF, qui est la Société mycologique du Nord de la France. Sur Internet, vous trouvez les liens. C'est dans toute la France, il y a des cueillettes organisées qui sont accessibles et gratuites. Votre terrain de jeu, c'est où ? Moi, j'ai multiples terrains de jeu. Moi, on va dire, globalement, la forêt du Bol-Évêque, donc dans le Cambrésis, près du Cateau. Évidemment, c'est là où j'ai commencé mes cueillettes. La forêt normale, mais après ça m'arrive d'aller dans l'Audomarois, près de Saint-Omer, et bien sûr sur la côte Picarde, près du Crotoy. Donc voilà. On peut se régaler chez nous. Merci beaucoup Jean-Baptiste en tout cas d'être venu jusqu'à nous. Donc on entend cette saison de la cueillette des champignons qui se poursuit. L'actualité également de Terre et Territoire. Hélène, cette semaine, vous nous faites découvrir l'Institut Genêt, bien connu dans la région. Oui. Chaque mois, on va à la rencontre d'un établissement agricole. Et donc, cette fois, c'est l'Institut de Genêt qui nous a ouvert ses portes avec Pascal Souiri, son directeur, qui nous a un petit peu expliqué ce qui s'y passait. Donc, c'est un établissement qui est réparti sur 3 sites, du coup, à Genêt, à Léquin et à Bavay. Il y a 3300 élèves et 450 personnes qui y travaillent. On y trouve une ferme équestre, une bergerie, une exploitation maraîchère, un verger et bientôt une fromagerie. C'est un établissement qui va fêter ses 130 ans l'an prochain. Donc il a connu beaucoup d'évolutions et il s'inscrit dans les mêmes transitions qu'on vit actuellement dans la société. Donc c'est une école où on apprend toutes les agricultures, que ce soit conventionnelle, biologique, la permaculture, l'agriculture raisonnée. Voilà, on revient aussi sur les projets de l'école qui veut fonctionner à bas carbone. Donc l'objectif, c'est d'atteindre une production de 70% de la consommation énergétique. Un internat qui va bientôt être rénové. Voilà. On pourra d'ailleurs, nous, aller faire un petit tour, justement, à l'Institut de Genêt. Plein de choses à dire. Merci Hélène, on se retrouve la semaine prochaine. Votre magazine Hauts-de-France Business demain, mardi. Et le retour de l'actualité également. Belle soirée.